Est-ce qu'Ethereum peut toujours être un actif intéressant et faire un multiple intéressant sur un éventuel prochain cycle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir aussi où est-ce qu'on en est aujourd'hui d'un point de vue technique, qu'est-ce qui est intéressant pour les investisseurs et quels seraient des objectifs également de revente potentiellement. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez un accès gratuitement au rapport cote, au mentorship, au VIP sur le Discord, aux stratégies d'accumulation. J'ai donné le plan pour Ethereum d'ailleurs avec toutes les zones qui sont intéressantes pour envisager des achats, des reventes. Pour y avoir accès, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Il y a juste à s'inscrire sur Wix via notre lien partenaire et être actif sur la plateforme. Je vous ai fait un tuto en commentaire épinglé, vous pouvez le retrouver pour trader le spot, les futures. Ensuite, il y a juste à cliquer sur le second lien, c'est le formulaire. Vous le remplissez, vous mettez votre email, votre identifiant Wix, vous cliquez sur envoyer ma demande d'accès. À ce moment-là, il y a le lien du Discord qui s'affiche, cliquez dessus. Dirigez-vous dans le salon inscription, juste ici dans la partie publique. Rentrez cette commande, vous écrivez /AFF, vous choisissez affiliation Wix, vérifiez bien que c'est bien écrit /affiliation Wix. Rentrez votre UID, cliquez sur entrée, ça vous permettra de relier votre compte Wix à votre compte Discord. Et si vous êtes actif sur la plateforme, vous débloquerez les salons ici VIP Crypto, ainsi que Market Review, rapport cote qui est juste ici. Les stratégies d'accumulation ont été publiées sur tous ces actifs. Donc ici, il y a Bitcoin, et puis il y a Ether, BNB, etc. Je vous laisse consulter tout ça. Je ferai le suivi également de ces stratégies. Alors, pour venir ici sur Ethereum, déjà, première des choses, pour moi, on est dans des zones intéressantes à long terme, mais on va revenir rapidement dessus. Je vais juste changer ici. Hop. On va nettoyer. Nickel. Alors, déjà, on va prendre le bottom du cycle précédent. Enfin, je vais prendre tout l'historique de TH. Hop. On va tracer un fib et on va voir où est-ce qu'on se situe. Donc, sur Ethereum, à très long terme, on se situe dans la zone de rechargement long terme. C'est-à-dire qu'on est, je prends le point bas d'Ether quand il coûtait quelques dollars, je prends son sommet, on est entre 61,8 et 78,6. Donc ça, déjà, c'est la zone d'accumulation long terme. Juste là. Donc, les institutions, les grosses baleines, théoriquement, seraient en train d'accumuler dans cette zone de prix, entre les 1800 et les 1000 dollars. Si tu as une entrée entre 1008 et 1000, tu as une entrée qui est confortable techniquement, qui est intéressante, qui est optimisée smart money. Si tu as acheté bien au-delà de ces niveaux, c'est pas très optimal. Après, encore une fois, c'est pas la fin du monde, dépendamment de ce que tu penses d'Ethereum, quels sont les objectifs que tu veux aller chercher, etc., etc. Mais c'est mieux d'avoir un point d'entrée dans cette zone de prix et bien sûr le plus bas possible. En plus un actif baisse, si on a de la conviction dessus, plus c'est des zones intéressantes théoriquement. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, on peut aller plus bas que les 1657. On va faire un petit point technique rapidement. Alors déjà, on va se rappeler qu'on est dans un range long terme, c'est-à-dire que je prends le point bas, le point haut, ici, hop, je mets mon template de range, je l'étends, et on peut voir tout simplement qu'on est dans le bas du range actuellement, qu'on est venu dans le haut du range, qu'on est venu récupérer la liquidité au-delà du range, ça a marqué notre top, on a rechuté, etc., etc. Et là, on revient dans le bas du range, on est bien dans la zone 0,2,0. Donc déjà, ça, c'est une zone intéressante supplémentaire, zone de rechargement long terme, bas de range. Je retire, on retient ça. Ensuite, d'un point de vue technique, on regarde des niveaux clés qu'on peut aller récupérer. Ce qu'on va voir, c'est cette zone de prix ici. On voit que les stops n'ont pas été récupérés. Probablement que sur cette baisse maintenant, le prochain point d'intérêt, c'est les 1369 dollars et ces zones de fair value gap qui n'ont pas été comblé. Donc ça, c'est la prochaine zone théoriquement où Ethereum peut marquer un bottom, puisqu'en plus de ça, ici, on a le plus bas de 2025. Je rappelle que quand on est investisseur, on achète les plus bas annuels, on revend les plus hauts annuels. Là, je suis sur un graphique annuel, une bougie égale 1 an. Est-ce que c'est judicieux d'acheter sur le sommet de 2022 et le sommet de 2021 et le sommet de 2024? Non, c'est pas ici que les investisseurs se positionnent. Ils se positionnent sur les plus bas annuels. Le prochain plus bas annuel, c'est celui de 2025. Il est là à 1389. Donc là, on va retourner sur des zones intéressantes. Je le rappelle, l'idée, c'est d'acheter quand on est investisseur sur les plus bas annuels. Ici, on peut voir que 2020 est venu offrir le plus bas de 2019 avant de lancer son bull run. Et donc là, on est resté pendant, du coup, 3 ans, 2018, 2019, 2020, sur les plus bas annuels. C'était une bonne zone pour investir. L'idée, bien sûr, c'est d'acheter quand on est sur des plus bas annuels. Donc là, on s'en rapproche, voire on y est, voire on va chasser. Pour moi, il y a des chances qu'on chasse le plus bas de 2025. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est sous le plus bas de 2025 est intéressant. Maintenant, quelles sont les dernières zones à bosser sur ce mouvement haussier? Pour moi, c'est ces zones de fair value gap. C'est-à-dire que si on veut former un bottom plus haut, un creux plus haut que le précédent, théoriquement, 1369, 1213, ça pourrait être la zone de bottom. Maintenant, si on fait ce qui a déjà été fait sur Ethereum, c'est-à-dire ici, on est venu récupérer les stops du haut de range,
bah, rien n'empêche au prix de venir récupérer les stops dans le bas de range. Là, ça serait sous les 880. Bon, on en est très très loin. Hein. Là, ce serait une chute de 50%. C'est pas certain qu'on y aille. Mais bon, on met ça dans un coin de notre tête. Maintenant, ça, on s'en fiche. Le plus important, c'est de comprendre qu'on revient sur des plus bas annuels, qu'on vient dans un bas de range. Maintenant, la question, c'est est-ce que Ether, c'est un meilleur investissement que Bitcoin? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que si on spécule sur un actif qui est mieux que Bitcoin. Sinon, autant investir dans Bitcoin. Bon, déjà, il y a les ETF de BlackRock, il y a les ETF stacking qui ont été lancés avec des rendements, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour les institutionnels. Pourquoi je pense à long terme... Non, sinon je ferai pas cette vidéo. Pourquoi je pense qu'à long terme, Ethereum finira par breaker ce range au nord et faire une prochaine phase d'expansion, comme ça a été le cas ici. Alors moi, je pense qu'on est dans un environnement similaire à celui-ci, là. Et je pense qu'à un moment donné, on finira par breaker pour faire... Alors, est-ce qu'on fera ça? Est-ce qu'on s'arrêtera là? Bref, peu importe. Pour faire une expansion. Pourquoi je pense ça? Je pense que si BlackRock a mis des ETF, c'est parce qu'ils ont la conviction quand même, et je pense qu'ils ont sondé le monde institutionnel, que ça intéresse ces institutions de s'exposer sur un actif comme Ethereum pour une exposition sur le marché crypto. Maintenant, encore une fois, j'en ai déjà parlé, Ether est très corrélé à la liquidité mondiale, et ça, je vais le remontrer juste ici. Et donc, quand la liquidité mondiale se contracte, il se passe pas grand-chose sur Ether. Ça, on l'a déjà vu ici en 2018 et en 2020. La liquidité s'est contractée. Ethereum a fait quoi? Il s'est contracté aussi jusqu'à ce que la liquidité mondiale fasse une nouvelle expansion. Ether a suivi ensuite. Il s'est passé quoi depuis 2021? Toutes les banques centrales quasiment sont en quantitative tightening, sauf la Chine, peut-être d'autres pays, mais en tout cas, voilà, je prends les plus grosses banques centrales. Du coup, on a une liquidité mondiale qui continue de se contracter ici, malheureusement. Et donc ça, c'est ce qui fait que on n'est pas du tout dans un environnement... Et attendez, je vais vous prendre celle qui est indexée. Hop. Comme ça, on n'a pas l'impact du dollar. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a justement cette contraction au niveau de la liquidité mondiale qui marque tout simplement le range. Si vous pensez que la liquidité mondiale va faire ça, pensez qu'Ethereum va faire ça. Moi, perso, je pense pas du tout que les banques centrales vont recramer autant de cash. Pourquoi? Puisque la Fed n'est plus en quantitative tightening, et à mon avis, elle le sera pas, même s'ils remontent les taux, je pense pas qu'ils vont relancer un quantitative tightening, c'est-à-dire recramer la balance de la Fed, ça, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est très peu probable. Là, on voit qu'on a quitté, on n'est pas dans un quantitative easing, on n'est pas dans un QE, on n'imprime pas de l'argent. Ici, il y a eu des rachats de bonds, mais c'est très léger, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pendant des phases de QE, quand l'économie en a besoin. Mais on n'est plus dans du quantitative tightening. Donc je peux pas me dire, ouais, c'est vrai que on va cramer du cash et la global net liquidity va faire ça. Mais j'y crois pas. Moi, je pense que les cycles des banques centrales vont continuer. À la limite, ce qui est le plus probable, c'est de continuer de se contracter et donc qu'Ethereum puisse lui aussi rester dans son range ou à la limite le dévier, le réintégrer, mais ensuite continuer de ranger. Par contre, ma conviction, c'est qu'à un moment donné, cette liquidité, là, elle va repartir en expansion. Et ça, pour moi, c'est ce qui déclenchera sur Ethereum le push. Encore une fois, ce qui fait les marchés, c'est la liquidité. Demain, si la liquidité mondiale continue de se contracter, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas assez d'argent pour alimenter tous les narratifs. Et malheureusement, il n'y a plus de narratifs sur le marché crypto, sauf si les États-Unis, cette année, nous mettent en place une réserve stratégique, etc. Mais je pense qu'ils ont d'autres problèmes que de penser à faire de la réserve stratégique de BTC. Et encore une fois, ça n'aura pas forcément un énorme impact sur Ethereum, parce que l'impact serait plus concentré sur Bitcoin, même si ça profiterait probablement à Ethereum. Donc il n'y a plus trop de gros narratifs. Donc pour moi, en fait, tant que la liquidité mondiale s'étend pas de nouveau, va falloir être patient. Maintenant, encore une fois, va falloir être patient. C'est tout simplement pendant ces périodes où plus personne n'y croit et quand la liquidité mondiale n'est pas encore en expansion qu'on a les meilleures opportunités. Maintenant, il faut se dire, et c'est ça l'investisseur ce qu'il fait, c'est quand est-ce que la liquidité mondiale peut s'étendre de nouveau? Probablement 2027, peut-être 2028. Et du coup, l'idée, c'est de se positionner avant. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas de meilleurs investissements à faire en attendant qu'Ethereum fasse pas grand-chose? Ça, c'est un autre débat. Peut-être de l'argent à faire dans l'IA, l'énergétique, les semi-conducteurs, jouer le momentum des bulles qu'on a en ce moment, ou d'autres actifs, si vous avez vu un narratif pour vous qui devrait partir bientôt. Mais ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Si on veut juste mettre son argent dans Ether et se dire, OK, je suis prêt à accepter du drawdown, potentiellement pour faire des profits par la suite, faut voir si par exemple attendre 1, 2, 3 ans pour vous c'est intéressant ou non. Franchement, ça m'étonnerait qu'on reparte en bull run rapidement. Il n'y a pas de signe en court terme qui montre que les banques centrales vont réimprimer de l'argent, surtout à cause de la hausse du pétrole récente et des taux d'intérêt qui risquent d'être augmentés en fin d'année tant que le conflit Iran-Israël dure. Ça risque d'être compliqué, en tout cas pour l'instant. Je rappelle que le marché price a 75% de probabilité, 76% de monter les taux cette année avec une hausse
la plus probable pour décembre 2026. Donc c'est pas un environnement dans lequel on peut avoir un quantitative easing, sauf s'il y a une récession mondiale, etc. Et encore, ça prendra du temps à avoir une grosse stimulation de liquidité, etc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est l'aspect, on va dire, macroéconomique sur Ether. Maintenant, l'idée quand même pour moi, c'est de finir par casser ce range au nord. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est plus intéressant que Bitcoin ou pas? Et donc là, il faut aller regarder le graphique ETH-BTC. Et pour le moment, malheureusement, ça reste une dynamique baissière sur ETH-BTC. C'est-à-dire que pour le moment, Ethereum sous-performe Bitcoin depuis à peu près 2021-2022. Ether a sous-performé le BTC. Et on peut voir qu'ici, on a eu un gros rebond, mais qu'on reste dans cette dynamique baissière. On en a parlé, ce trimestre serait baissier. Pour moi, c'est toujours le cas. C'est bien un trimestre baissier ici sur Ethereum. On avait parlé, prise de liquidité, market structure shift, continuation baissière. On est en train de retravailler les zones de fair value gap qu'on a laissées derrière nous. Ici, il va falloir montrer qu'Ethereum fasse un creux ascendant. Là, en fait, il faut qu'Ether, au cours des prochaines semaines, prochains mois, il remontre de la force face au Bitcoin en dessinant, par exemple, quelque chose comme ça, ou en remettant une grosse impulsion à un moment donné pour remontrer des signes de force. Là, il n'y a rien pour l'instant. Donc malheureusement, pour le moment, Ether sous-performe Bitcoin et risque de continuer de le sous-performer. Donc c'est pas un investissement plus rentable que le Bitcoin à court terme. Ok. Il y a des zones éventuellement qu'on pourrait venir rechercher, sous le plus bas de 2019, sous le plus bas de 2020, sous le plus bas de 2025. Et là, pareil, on serait sur des zones où le ratio serait pertinent sur Ether à nouveau, c'est-à-dire de venir récupérer le plus bas de 2020, de 2019, de 2025, et se dire que si on fait un nouveau plus bas ici, là on sera sur une nouvelle zone où échanger du Bitcoin contre de l'Ether serait potentiellement intéressant parce que le ratio serait intéressant à nouveau. Avec des objectifs de retravail, on parle pas de to the moon, mais si jamais on maintient cette dynamique baissière, il serait pas déconnant de venir chercher le sommet de 2025 au cours du prochain mouvement. Par exemple, là, je suis en annuel, peut-être que 2026 ou 2027 viendra récupérer le plus bas et qu'ensuite, on aura une remontée d'Ether BTC dans ces niveaux de prix. Donc là, ça voudrait dire qu'Ether pourrait surperformer Bitcoin pendant une période. Et donc là, ça serait intéressant, plus intéressant de holder de l'Ether comparé au Bitcoin. Par exemple, là, pendant quelques mois, c'était plus intéressant de holder de l'Ethereum que du Bitcoin, mais ça a été très court ici. Donc pour l'instant, on voit qu'il n'y a plus de cycle haussier depuis 2020-2021 sur Ether face au BTC. Ça pourrait revenir à un moment donné, mais là, d'un point de vue technique, ça se voit pas. Donc pour le moment, accumuler de l'Ethereum, c'est un pari plus risqué que d'accumuler du Bitcoin d'un point de vue technique, parce que Bitcoin reste plus fort. Les deux sont en train de chuter, là on le voit, mais Ether, chute plus que Bitcoin, ça on le voit ici. ETH BTC est en train de baisser, Bitcoin baisse, donc Ethereum baisse plus que BTC. Au niveau des zones de prix, on arrive sur des zones de prix intéressantes en dollars, mais pour que ce soit un investissement plus intéressant que le Bitcoin, il faudrait que graphiquement, on voit quelque chose. On revient dans des zones intéressantes, notamment ces zones de fair value gap, mais ça suffit pas pour l'instant pour montrer des signes de force clairs. Donc pour l'instant, je dirais quelqu'un qui accumule de l'Ethereum, pour moi, ça se fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut garder en tête que ça reste moins fort que Bitcoin. Et ça, il faut bien le comprendre. Et qu'à un moment donné, ça pourrait redevenir plus fort que Bitcoin. Mais ça se voit pas encore ici au niveau du graphique. Il faudra attendre, à mon avis, plusieurs semaines, plusieurs mois que ça puisse se revoir. Ce qui n'est pas encore le cas ici. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Si vous voulez que je vous donne les objectifs de niveau de prix qu'on pourrait atteindre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai peut-être une deuxième vidéo cette semaine. Sinon, j'ai partagé les objectifs directement dans les stratégies d'accumulation pour les membres VIP. On peut essayer de rêver un petit peu dans une seconde vidéo pour voir quels seraient des objectifs réalistes sur Ethereum en cas de prochain cycle. Simplement des niveaux d'extension vis-à-vis du range qu'on a actuellement. Parce que plus on va ranger, le jour où on aura une cassure, qu'elle soit haussière ou baissière, ça risque d'être une cassure assez franche et assez forte. Donc l'idée serait d'être positionné avant. Enfin bref, dites-le moi. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.